Bon, et ben, du coup, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, j'avais prévu beaucoup plus long. Donc là, les transitions, vous m'excuserez, j'ai coupé dans le vif en 10 minutes, j'ai enlevé la moitié. Donc, il va falloir que ça soit bref et intelligible. Donc oui, je m'appelle Gwenaël Restou, je suis chercheur au sein de l'INRA à Gavi, donc j'ai laboratoire de génétique animale et biologie intégrative, et en particulier dans l'équipe GIPS pour génomique, biodiversité, bioinformatique et statistique. Et je travaille sur la question des ressources génétiques animales dans le cadre de la transition agroécologique. J'ai auparavant été pendant 5 ans maître de conférence à l'agro à Paris où j'enseignais différentes matières en lien avec ça. Voilà pour l'introduction. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire un topo sur l'intérêt finalement de la diversité génétique chez les animaux domestiques pour la transition agroécologique, et en particulier dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, dans le cadre de la transition vers l'agriculture biologique, qui est une des modalités possibles finalement de cette transition agroécologique. Alors tout d'abord, un peu de contexte pour cette introduction. Alors certains ont peut-être déjà vu ces choses-là, donc je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu. Mais on est parti de l'agriculture verte, où on a vraiment, après la Seconde Guerre mondiale, essayé d'augmenter assez largement la demande. Enfin, la demande était assez large en termes de nourriture. Et il a fallu produire rapidement et intensément, de manière assez rapide. Et pour répondre à ça, on a mis en place une standardisation assez massive des systèmes, avec une dépendance assez forte envers les intrants et l'alimentation animale. Et ça a conduit à une certaine homogénéité à différents niveaux. Alors cette homogénéité, elle s'est manifestée comment? Simplement parce qu'on a dû utiliser, les races ou les variétés qui étaient les plus productives, et du coup, on a diminué finalement le nombre de variétés ou de races qui étaient utilisées et présentes. Mais on a également, effectué une sélection assez forte envers les individus les plus, productifs au sein de ces races ou de ces variétés, et du coup, on a réduit aussi la diversité génétique qui se trouve au sein de ces populations. Donc c'est ce que j'essaie de représenter, à côté. Alors comment ça marche finalement là, pour ceux qui ne sont pas familiers finalement de la sélection animale, c'est qu'on va avoir des races qui vont souvent être très spécialisées pour un caractère particulier. Pourquoi? Parce que souvent ces caractères en fait présentent ce qu'on appelle des corrélations génétiques négatives entre ces caractères, et on ne peut pas être performant sur les deux. Donc j'ai illustré par exemple ici le cas des vaches laitières ou des vaches à viande, parce que ce qu'on va investir en termes de ressources dans la production de muscles ou de matière, finalement, on ne va pas l'investir dans la production de lait. Et de même pour les poules, on a maintenant des races qui sont spécialisées en poules pondeuses et d'autres qui sont des poulets de chair. Et ça, c'est des traits qui sont antagonistes d'un point de vue génétique. Si on sélectionne pour un caractère, on va dégrader l'autre caractère. Parce qu'effectivement, c'est toujours une question d'allocation des ressources. Et ce qu'on met dans la reproduction, on ne le met pas dans la production. Donc, de fait, on a conduit le fait d'augmenter assez largement les rendements, on a conduit à une spécialisation assez massive finalement des races. Alors, ça a quand même conduit à une augmentation assez forte, hein. C'est ce qu'on cherchait à avoir à l'époque dans les conditions qui étaient celles de l'après-guerre, des rendements. J'ai mis ici, par exemple, sur le graphe de gauche, la production de lait au cours du temps, en prenant comme année de base, année zéro, l'année 1996, et puis c'est la production de lait en kilos par vache et par an. Et on voit que si vous regardez le trait bleu, c'est les performances globales, on a quasiment gagné 2 tonnes de lait par animal et par an, ce qui est relativement conséquent. Et la majorité est due à un progrès génétique qui est représenté en rouge. C'est-à-dire que la sélection génétique a fait que c'est majoritairement par cette voie-là, finalement, qu'on a une augmentation des performances. Évidemment, il y a eu une augmentation, une amélioration des conditions d'élevage qui font aussi qu'on améliore la performance, qui est finalement la somme de la génétique et de l'environnement. Mais euh, sur la tendance des dernières années, c'est plutôt dû à de la génétique. Alors, j'ai illustré également ça sur des lignées de poulets qui ont été sélectionnées. Donc, la sélection classique, qu'est-ce que ça a donné? C'est que là, c'était une lignée de poulets en 1957, puis en 1978, puis en 2005. Et ça, c'est à la première ligne à 0 jour, à l'éclosion, à 25 jours et à 56 jours. Et vous voyez que la même lignée, en quelques années d'écart, elle ne fait pas du tout le même poids, elle n'a pas du tout la même forme. Donc là, c'était des poulets de chair. Vous voyez bien que les filets, voilà, il y a quelque chose qui est très fort. Donc ça, tout ça mis en commun, on a réduit le nombre de races, on a augmenté la performance de certains animaux parmi d'autres, et on a réduit assez largement la diversité. Et du coup, on passe de cette révolution verte, où on avait une nécessité d'augmenter massivement les rendements, vers l'agroécologie. C'est un concept qui a été conceptualisé dans les années 80, notamment par Altieri. Pas que, il y a Bessel maintenant, qu'on s'accorde à dire sa définition est la plus complète à l'heure actuelle.
mais c'est l'application des principes ou des concepts de l'écologie pour le design et la gestion des agroécosystèmes de manière durable. On l'appelle également la science de l'agriculture durable. Donc là, c'est-à-dire qu'on va entendre la durabilité de l'écosystème, de l'agroécosystème, c'est-à-dire l'écosystème en lui-même et le milieu sauvage qui lui est associé. Et cette durabilité, on l'entend d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique et d'un point de vue sociétal ou éthique. Donc ça repose sur le fait qu'on va conserver et qu'on va aussi mettre en œuvre les bénéfices réciproques qu'on peut obtenir des différents composants de ces agroécosystèmes. Et on va parler souvent de services écosystémiques. Et donc, ça fait intervenir les composantes sauvages, domestiques, mais également le sol. Et ça, on comprend qu'il y a des interactions qui vont se passer à plusieurs niveaux et ça nécessite de comprendre le système dans son ensemble, ce qui est souvent un petit peu plus complexe que de comprendre ces compartiments séparément. Finalement, il y a des notions d'interaction qu'il va falloir prendre en compte. Et donc l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui repose sur des grands principes. Il y en a 13. Alors, je ne vais pas vous faire la litanie de ces principes, mais voilà les grands principes finalement de l'agroécologie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux échelles auxquelles ils vont s'appliquer. Il y a certains qui vont s'appliquer à l'échelle du système alimentaire dans son intégralité, c'est-à-dire est-ce qu'on va changer nos habitudes alimentaires notamment, est-ce qu'on va repenser le système globalement. Et puis il y a des choses qui vont en découler, mais pas que, à l'échelle des agroécosystèmes. Qu'est-ce qu'on modifie? Donc, on va pouvoir mettre en avant, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les notions de biodiversité qui sont importantes, de diversification économique, l'équitabilité, comme on dit, la notion un peu éthique, la synergie entre les différentes composantes, la santé des sols et des animaux, le recyclage le plus que possible, la collectivité, etc. La réduction des intrants. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont l'agriculture biologique, finalement, est une des voies pour tendre vers la transition agroécologique, où on va vraiment mettre beaucoup d'input sur la réduction des enfin, on va mettre beaucoup de focus en tout cas sur la réduction des inputs, notamment des intrants, pardon, et sur la notion de biodiversité. Et ça, cette notion de transition agroécologique, elle est d'autant plus importante à l'heure actuelle on est en face de grands changements. Et ces changements, ils sont de deux types, de deux ordres. Tout d'abord, des changements environnementaux. On va pouvoir citer les changements climatiques. Et ça, à la limite, c'est ce que je représente sur le graphe en haut ici, c'est qu'on va avoir des changements en moyenne. Donc, sous l'onde de latitude, on va avoir plutôt une augmentation des températures en moyenne. Et ça, à la limite, je dirais, presque on sait faire. On sait sélectionner vers un objectif, on pousse d'un côté, la population, elle se déplace progressivement dans la direction où on la pousse. C'est ce qu'on a vu, ce que je vous ai illustré tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'en parallèle de cette augmentation en moyenne, on va également avoir une augmentation de la fréquence. Donc ça, c'est des événements qu'on va dire extrêmes qui deviennent un peu plus fréquents. Et si je combine cette augmentation en moyenne et en fréquence, mes événements extrêmes deviennent encore plus fréquents. Et en plus, j'ai un environnement qui est beaucoup moins prédictible. Donc ça nécessite d'avoir une capacité de s'adapter et ça peut avoir des conséquences assez fortes sur l'approvisionnement en alimentation, en eau, en épisodes de chaleur très forts, etc. Donc ça va avoir des conséquences très très fortes sur les systèmes et, et le fait qu'en plus ça soit très très hétérogène dans le temps, très très granuleux, finalement, on a besoin d'avoir une adaptabilité assez forte, en tout cas au moins une résilience, une robustesse. En parallèle de ces changements qui sont d'ordre climatique, environnementaux, on va aussi avoir des changements sur l'attitude des consommateurs avec une prise en compte de plus en plus forte finalement de l'éthique des produits qu'on consomme. Et notamment, la demande des consommateurs va changer. Donc ça va, on espère en tout cas, ça va beaucoup changer ce qui va être produit, parce que finalement, on ne produit que ce qui est demandé par les consommateurs. Donc encore faut-il que le volume soit suffisant, mais on est plutôt sur la bonne voie. Donc on peut penser à des systèmes plein air, des systèmes biologiques qui nous concernent aujourd'hui, prendre en compte le bien-être, notamment le bien-être animal, on va faire le lien avec le plein air, et puis des considérations environnementales, c'est-à-dire qu'on va vouloir avoir des animaux qui se portent bien, ne pas impacter sa propre santé, mais on peut aussi imaginer consommer pour ne pas impacter la santé globale de l'écosystème ou de l'environnement. Donc les émissions de gaz à effet de serre, l'usage massif des antibiotiques qui peuvent conduire à l'apparition de résistances, qui sont délétères pour l'homme, et l'apport d'intrants artificiels. Donc l'idée, c'est de reconnecter l'agriculture et l'élevage à la société et à l'environnement, et ça, l'agriculture biologique s'y attelle fortement. Donc là, j'ai juste essayé d'illustrer en haut à droite, donc c'est les données, je suis désolé, elles datent un petit peu, c'est 2018, mais on voit que pour les poules pondeuses, l'élevage en cage, ça représente 58%, enfin ça représentait 58%, alors que les élevages alternatifs, donc au sol, en plein air ou biologique, représentent ce qui reste en fait. D'accord. Donc les 42% manquants.
Donc, ce qui est énorme. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de tendance, entre 2008 et 2018, que je vous présente ici, il y a eu quasiment un doublement des élevages alternatifs à la cage traditionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté au niveau de l'achat. Alors, il faut comprendre que ça, c'est un cas particulier. Même si ça stagne, hein, ceux qui connaissent les chiffres ici dans la salle pour le dire, ça stagne. On a quand même une augmentation entre 2008 et maintenant qui est quand même assez drastique. Et c'est vrai que ça se voit plus sur des produits comme cela que sur d'autres produits parce que c'est des œufs, ça ne coûte pas forcément très cher. Donc, si l'augmentation, on la calcule en pourcentage, un pourcentage d'une petite somme, finalement, c'est moins engageant pour le consommateur qu'un pourcentage d'une grosse somme. Je vais penser à la viande, par exemple, qui est extrêmement coûteuse en bio. Si j'augmente de 15% le coût, bah, ça coûte beaucoup. Enfin, pour un ménage moyen, ça fait mettre beaucoup plus d'argent dans le panier, alors que les œufs, ils arrivent à absorber finalement plus facilement cette dépense-là pour des petites dépenses que pour des grosses dépenses. Parallèlement à ça, j'ai mis l'augmentation des surfaces cultivées en bio. Donc, d'une part pour l'alimentation humaine et d'autre part pour l'alimentation animale. Et puis, on voit qu'elle n'a cessé de croître entre 2012 et 2021. C'est pas l'achat, hein, pour le coup, c'est les surfaces cultivées, pardon. Voilà. Donc, et maintenant, bah, comment est-ce qu'on y arrive finalement à transitionner vers l'agroécologie pour prendre en compte ces choses-là? Bah, finalement, cette transition déjà, elle est questionnée. Donc, Alain Ducos de Toulouse avait transcrit finalement quelle pouvait être notre place, nous, pour la génétique animale sur cette transition agroécologique. Et il avait réfléchi aux différents niveaux de transition. C'était déjà le cas dans l'agroécologie en général. Du moins aussi sur les animaux, on avait beaucoup travaillé sur ces questions d'agroécologie, les différents piliers, les 5 notamment pour les animaux, pour l'élevage. Mais en termes de génétique, on peut se remettre dans ce contexte-là de transition. On peut avoir des niveaux de transition plus ou moins forts. Si on part de la gauche, transition plutôt faible, à la droite, transition la plus forte. Donc, on peut améliorer d'une part l'efficacité des systèmes, donc avoir des animaux, par exemple, qui consomment moins ou qui sont plus efficaces, qui produisent plus de matière à consommation égale. On peut réfléchir donc à un niveau de transition qui est un petit peu plus élevé en termes de substitution. Et là, on va remplacer, par exemple, des races existantes par d'autres races pour essayer de maintenir finalement ce qu'on faisait, mais en étant moins impactant ou en étant plus adapté à l'environnement dans lequel on se trouve et aux ressources qui s'y trouvent. Et puis, le niveau extrême de transition, c'est la reconception complète du système où là, on change tout, mais ça veut dire que ça implique de changer aussi au niveau de la filière et ça n'implique pas finalement que l'élevage en lui-même ou le schéma de sélection. Et dans ce cadre-là, quel que soit finalement le niveau de transition qu'on veut mettre en œuvre, la diversité est une des clés en fait pour cette transition. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir à deux échelles, cette diversité, elle s'exprime à deux échelles, à l'échelle des systèmes dans leur intégralité, avec des systèmes qui doivent être localement adaptés et en utilisant des races locales ou des variétés qui sont localement adaptées à ce qu'on peut y trouver, puisque possède un grand nombre de races. Et puis d'autre part, la diversité qu'on va trouver entre les individus pour garder un potentiel adaptatif ou de la variance génétique. C'est-à-dire que si je n'ai pas de diversité génétique, je ne peux pas continuer à sélectionner ou je ne peux pas m'adapter à de nouvelles contraintes ou de nouveaux caractères. Et puis d'autre part, quelque chose qui est extrêmement prégnant en agriculture biologique et puis en agroécologie, c'est également des notions de robustesse ou de résilience où on peut imaginer qu'il peut y avoir une complémentarité ou une redondance entre les individus qui permet à un système d'être plus stable dans le temps. Donc là, ça va être à l'échelle du troupeau entre les individus. Ça peut être entre espèces ou au sein d'une même espèce, mais voilà. Donc, le rôle de la diversité doit être considéré chez les animaux à 3 différents niveaux. Et il y a un niveau supplémentaire, celui qu'on trouve chez les plantes classiquement, donc les espèces, ensuite au sein des espèces, entre les races, et puis au sein des races, entre les individus. On parle de diversité génétique à ce moment-là, au sein des populations. Et du coup, on a besoin de la caractériser pour la conserver, cette diversité, à tous les niveaux. Donc cette notion de race, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, si on illustre ça avec des photos, parce que c'est toujours rigolo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'utilise des races dans un endroit particulier, il faut que j'ai la race qui soit adaptée. Donc on peut imaginer des mélanges d'espèces. Ici, c'est une photo que j'ai prise dans les Pyrénées avec des chevaux et des vaches qui pâturent au même endroit et finalement qui vont entretenir le paysage. Donc là, le service écosystémique sera là, c'est en fonction d'entretien du paysage. Mais ça veut dire aussi, donc là, on a des vaches en abondance, c'est Tarentaise, dans les Alpes. Donc là, on est assez haut, on doit être à 2000, je sais pas, peut-être 2200 mètres d'altitude. Mais du coup, ça nécessite d'adapter parce que c'est pas du tout pareil qu'une vache Holstein que j'irais mettre là-haut qui serait pas forcément bien adaptée. Et ce que vous voyez ici, le bâtiment, bah, c'est un bâtiment de traite mobile, donc ils vont pouvoir faire la traite dans les alpages durant l'été. Tout ça pour dire que il faut adapter, faut des animaux qui soient adaptés aux conditions, mais il faut également adapter le système. Donc c'est pas si simple. Donc pour conclure sur cette introduction, finalement, je dirais que la diversité, elle doit bien s'entendre
quand on travaille sur cette diversité à 3 niveaux, heu, à savoir la caractériser pour être capable de mesurer, si, comment elle se porte et si, de quoi on dispose. Il faut être capable de la conserver, de la gérer. Donc ça va être des enfin, par différents moyens, j'y reviendrai plus tard, mais également de l'utiliser. Et ça, c'est un peu là où le bas blesse, parce qu'on caractérise énormément. Il y a beaucoup d'études qui se portent sur la diversité, et tout le monde s'accorde à dire qu'il faut la conserver. Et finalement, elle est très peu utilisée, cette diversité. Et c'est là où il faut vraiment mettre le forcing, à mon avis, pour les prochaines années, c'est de dire que cette diversité, elle peut vraiment être un levier plus qu'important pour opérer cette transition qui est nécessaire pour faire face au réchauffement climatique. Donc, je vous conseille la lecture de l'ouvrage La biodiversité domestique, faire de nouveaux liens entre élevage, territoire et société, qui a été piloté par Anne Lovy, Annie Caudiot et Étienne Verrier, où il y a tout un tas d'intervenants de différents domaines qui vont discuter de ces questions de biodiversité, y compris de son usage. Donc, en termes de caractérisation, si on veut regarder de quoi il s'agit, alors moi j'aime bien, c'est une diapo que certains doivent voir, parce que j'aime bien la mettre dans mes cours aussi. J'aime bien compartimenter la diversité en, en 3 morceaux finalement. Si on imagine la création des races, on a eu une première phase de domestication, puis une phase après d'amélioration, de création des races. Et j'ai divisé arbitrairement, finalement, la diversité génétique en 3 compartiments. Alors, ces compartiments sont poreux, hein, évidemment, et c'est juste c'est une vue de l'esprit, mais ça aide. Des gènes de domestication, des gènes d'amélioration, et puis des gènes qu'on va qualifier de neutres parce qu'on ne sait pas à quoi ils servent. Et ce que j'ai représenté avec les entonnoirs, c'est dans quelle mesure on a subi une réduction de cette diversité, puisque quand on a domestiqué les premiers animaux, on a choisi sur certains critères, notamment de docilité, de format, etc. Du coup, on a été très drastique sur ces caractères. Donc, les gènes qui impliquaient, qui étaient sous-jacents à ces caractères, ont beaucoup perdu en termes de diversité. Et de fait, ça a entraîné ce qu'on appelle des réductions d'effectifs, des bottlenecks, des goulots d'étranglement. On a également réduit, dérivé par effet fondateur, la diversité dans les autres compartiments. Puis après, eh ben, une fois que ça s'était fixé, puisque c'est des animaux domestiqués sur lesquels on travaille, on a fait de la sélection pour améliorer. Et là, on va réduire le compartiment sur les gènes d'amélioration, c'est-à-dire sur les caractères pour lesquels on a une cible, qui la production, qui la croissance, etc., etc. Et puis, par même effet d'entraînement, là, on va sélectionner assez fort, on va avoir une réduction de la diversité génétique neutre. Donc, il faut savoir que les forces en jeu sont principalement la sélection et la dérive génétique. La dérive génétique, c'est simplement lié au fait qu'on a un effectif de taille finie. Donc, en fait, on va avoir un échantillonnage et on va avoir une variabilité de participation des gamètes à la génération suivante. On va avoir une fluctuation aléatoire des fréquences des différents allèles au cours du temps. La migration et la mutation aux échelles de temps où on travaille sont négligées ici. Et puis, on va avoir l'impact du régime de reproduction, notamment les accouplements entre individus apparentés. Donc, la consanguinité va également réduire fortement cette diversité. Donc cette notion de race, elle est importante, hein, elle a été créée assez tôt, hein, c'est chez les animaux en Angleterre, autour de 1850. Et du coup, c'est quoi? C'est qu'on a créé au sein d'une espèce qui était domestiquée des groupes d'animaux pour qu'on puisse les reconnaître. Et puis on a sélectionné pour pousser sur un caractère. Et puis ces définitions de race, finalement, c'est des populations, contrairement à une variété. Souvent, la plupart des variétés en classiques, hein, conventionnelles, en plantes, ça va être un génotype unique. Dans une race, on a un grand nombre de génotypes. On essaie de garder une apparence commune et on donne des limites, c'est-à-dire que ce qui est dans la race descend d'individus qui sont eux-mêmes dans la race, etc. Donc on met des barrières, donc ça ressemble vraiment à une population. Mais il faut savoir que ça revêt aussi une importance patrimoniale parce que la plupart des races animales que vous trouvez portent un nom et le nom souvent est le nom de l'endroit dans lequel on les trouve. Donc il y a un aspect attachement au territoire qui est important. Donc vous allez me dire, ben ouais, mais en faisant ça, on a dû réduire fortement la diversité. Eh ben, c'est pas forcément le cas finalement. C'est juste que la diversité, elle s'est répartie un peu différemment. Donc si on fait une analogie avec les approches écologiques, donc de diversité alpha, bêta ou gamma, qui sont au sein d'un groupe, entre groupes, ou entre deux groupes ou à l'échelle de l'ensemble, on voit bien que finalement, si on considère la diversité gamma, donc l'ensemble de la diversité à l'échelle d'un écosystème, bah, finalement, elle peut être grande, alors que je peux avoir quelque chose, enfin, moyennement grande, je peux avoir des choses assez contrastées et complémentaires. Et ce que je voulais illustrer ici, c'est que dans le cadre de la domestication, par exemple chez les chiens, on a ici une illustration de la variabilité des phénotypes, et je parle bien des phénotypes, avec la taille et le poids des chiens, et chaque point rouge correspond à une race de chien. Donc on voit que finalement, il y a une grande diversité, ça s'étale sur un large panel. Et ce que vous avez en vert ici, finalement, c'est l'ancêtre des chiens, c'est les loups et apparentés qui constituent les ancêtres sauvages finalement de ces populations de chiens actuels domestiques. Et ben, ce qu'on voit, c'est que toute cette diversité qu'on avait au sein d'une population, on l'a éclatée entre différentes
races finalement. Donc on a très peu de diversité au sein des races, mais dès lors qu'on a plein de races finalement, on conserve une grande diversité, une grande part finalement de la variabilité originale. Donc, ce que je vous montrais dans le graphe tout à l'heure, c'est si on restait dans une race, on réduisait la diversité neutre, la diversité au sein de la race. Mais si je considère que j'ai plein de races, et ben finalement, je ne vais pas garder la même chose dans chacune des races, donc je vais maintenir ma diversité. Donc là, on fera une analogie avec les F statistiques de Wright pour essayer de mesurer ces choses-là. Je ne rentrerai pas dans le détail ici. Mais alors, qu'en est-il actuellement de ce qui se passe en France? Eh ben, on va avoir typiquement chez les races françaises, notamment, j'ai pris pour l'exemple ici sur la ligne en haut avec les graphes en camembert. Alors, c'est pas la meilleure illustration, mais c'est celle qui rentre le mieux quand on n'a pas trop de place. De la répartition en races entre 1979 et 2008. Et vous avez ici l'ensemble des races laitières françaises. Et vous voyez que déjà, il y a une des races qui prend largement la majorité chez la Holstein, la fameuse Holstein, qui prend plus que enfin, une grande majorité. On voit également que les races minoritaires qui se trouvaient ici se sont retrouvées de plus en plus réduites au cours du temps. Donc, c'était une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, que finalement, on a perdu beaucoup en termes de diversité, en termes de nombre de races, suite à la révolution verte et à l'intensification finalement. On voit que les deux autres races principales vont être la Montbéliarde et la Normande. Donc la Montbéliarde marche très très bien parce qu'il y a des AOP qui sont associés, le comté typiquement, et ça, ils se sont très bien organisés. Du coup, il y a un marché et donc du coup, ça marche pas mal. Ça marche même très bien. Ils ont aussi des règles assez strictes, hein. Il n'y a pas d'ensilage, par exemple, pour la construction, enfin, dès qu'on fait du comté. Donc, il y a aussi un cahier des charges en termes de conduite de l'élevage qui est un peu différent, qui est intéressant. Tout ça pour dire qu'en tout cas, ça peut marcher. C'est intéressant, mais surtout, ça marche économiquement, c'est ce que je veux dire. Et on a une race qui est locale, qui est une race de montagne. Enfin, même si on la trouve un peu partout maintenant. Donc, les trois principales races de races laitières françaises en France constituent 96,3% du total. La quatrième, elle fait 1,3% du total. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée de l'hétérogénéité en fait de représentation de ces races. Et c'est le même schéma finalement, si je prends l'exemple des chèvres, où les deux principales races sélectionnées, Saanen et Alpine, représentent 99% de l'effectif total en chèvres en France. Alors qu'on a, je ne sais plus, une dizaine de races locales françaises, qui représentent moins de 1% à elles toutes. Donc il faut relever que il y a des études assez récentes, il y a même une plus récente que ça, celle-là date de 2015, que la majorité, une très large majorité, on est de l'ordre de 70 à 80% en fait des races sont à risque d'extinction, enfin sont menacées d'extinction, d'abandon par l'agriculture. Donc ça, c'est une étude qui a été conduite par des collègues. Mais il y a de l'espoir. Ça veut dire que là, par exemple, on voit les races caprines locales à petits effectifs finalement. Il y a un article assez récent, là, 2022, qui semble dire qu'il y a un élan. Les gens veulent faire ça parce qu'il y a, ce que je disais tout à l'heure, il y a un changement. Les gens veulent remettre un peu de sens aussi dans ce qu'ils font et élever d'autres choses, ouvrir sur d'autres marchés. Donc, il y a une hausse finalement. Les gens se réintéressent à ces races locales. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, le classement de ces races ne dépend pas uniquement de leur niveau de performance. Parce qu'ici, j'ai classé, donc c'est le même classement que tout à l'heure. Donc en 2017, la race la plus en haut est la plus présente en termes d'effectifs, au niveau français, puis la deuxième, etc., puis troisième. Et ce que vous avez ici, la barre représente la production à ce moment-là, moyenne par vache et par an. Et on voit finalement qu'effectivement, les trois premières, ça se classe, mais on voit qu'on a de la brune qui va produire aussi beaucoup, la pie rouge des plaines, des races un peu particulières, mais voilà, c'est principalement les performances, mais ce n'est pas que ça. Et là, je vous ai donné les chiffres ici chez les trois principales races. Pour illustrer ça, je pouvais aussi vous montrer une étude qu'on a menée chez les races locales de poules. Et là, avec des marqueurs moléculaires, on a pu montrer finalement la diversité sur un grand nombre, sur 26 races locales de poules. Donc ça, c'est une collaboration avec les collègues du CISAF, avec le centre de sélection de Béchane, avec l'Italie également, Angers Biodiva, sur lequel on a travaillé pour essayer de caractériser finalement cette diversité qui était assez mal connue. Et on voit que toutes les races, finalement, sont extrêmement bien distinctes les unes des autres. Chaque couleur correspond à une race, hein, le code à 3 lettres correspond à une race. Et puis, on retrouve même des groupes. On voit ici, par exemple, l'ensemble des Bresses avec les différentes lignées. Ici, on va avoir des poulets de chair. Donc, les FG, c'est des croissances rapides dans les poulets standards. Et puis ici, on a une croissance lente. Bon, on voit qu'ils se rapprochent, mais ils sont assez éloignés. Ici, on va avoir l'intégralité des poules pondeuses, exclusivement pondeuses. Donc, ici, c'est la marron. Et puis, avec quelques races commerciales ici, notamment la Hendrix ici. Et tout le reste, ce sont des races dites locales qu'on considère plutôt à double fin. Elles ne sont pas aussi bonnes pondeuses que les pondeuses et elles ne sont pas aussi bonnes productrices que des poulets de chair. Mais on en trouve un peu partout. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, l'ensemble des races, allez, si je mets tout ça ensemble, on va dire que la marron n'est pas une race commerciale, mais si je prends Mag, Lait et Mag, dans ce groupe-là, ça fait les races
tondeuses. Là, on a les races à viande qui se regroupent entre elles. Vous voyez la diversité que ça représente. Il y en a d'autres, mais vous voyez la diversité qui nous reste à disposition finalement et qui n'est pas forcément beaucoup exploitée parce que la majorité sont gérées par des amateurs. Là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des origines un peu diverses d'introduction, soit méditerranéennes, soit asiatiques, ce qui peut donner des groupes intéressants pour la sélection après. Euh, alors, ça, il faut mettre ça en regard finalement de ces races locales et de l'élevage. Donc, on veut faire de l'élevage plein air, c'est mieux d'avoir des races locales à croissance lente, etc. Alors pourquoi? Parce que simplement, suivant le système dans lequel on va se placer, euh, la durée, enfin l'âge à laquelle on va abattre les animaux est très différente. Vous voyez qu'ici, ça reste en France, c'est le tableau de gauche. Sur un poulet standard, il va être abattu à 35 ou 40 jours. Pour atteindre le poids standard, on va faire 2 kilos de poids vis, donc 1,5 kg de carcasse, c'est-à-dire c'est le poulet familial, 4 personnes, 1,5 kg. Alors pourquoi c'est standardisé? Simplement parce qu'on peut pas, les chaînes d'abattage à l'heure actuelle, elles sont standardisées et du coup, ça peut pas être de taille variable, c'est fait de manière quasiment automatique. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'objectif est un objectif de poids, mais pour atteindre ce même poids sur les poulets certifiés, ça va être 56 jours. Et en label rouge ou en bio, c'est 81 jours, quasiment le double d'ici, pour arriver au même poids. Donc vous voyez, la croissance ne se fait pas à la même vitesse, donc on a besoin de lignées qui sont adaptées aux conditions dans lesquelles on va les croître. Alors il faut voir aussi qu'en termes de compétition à l'échelle internationale, on n'a pas tout à fait les mêmes règles non plus. Alors, ici, j'ai essayé de représenter différents pays à l'échelle européenne, et plus Royaume-Uni, où on voit pour label rouge ou pour bio la date, enfin les chiffres en quantité d'animaux, et puis la date d'abattage. Donc, vous voyez que ça va être, je peux être bio en Allemagne à 56 à 70 jours, quand en France, il me faudra 81 jours. Donc, en termes de compétitivité, c'est pas tout à fait la même chose parce que ça coûte à l'éleveur de les garder 10 jours de plus. Donc, il faut vraiment créer un marché pour ça. Et ça, c'est des choses qu'on a regardées dans le cadre du projet Biodiva. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce projet? Finalement, c'est parce que autant pour les ruminants et pour les porcins également, il y avait des primes aux races menacées qui étaient versées par l'Europe et libre après à l'État de les distribuer, qui permettaient finalement d'aider les éleveurs qui maintenaient ces races locales. Or, il n'y avait rien de tel pour les races avicoles, et en particulier pour les poulets. Donc, on a voulu montrer qu'il y avait vraiment un effort, qu'il y avait des choses qui existaient, que les races étaient vraiment bien définies pour qu'ils puissent toucher aussi cette prime, en tout cas des aides qui leur permettent de maintenir cette diversité. Donc, ce qui a mené, enfin, ce qui a mené ses fruits d'ailleurs. Et puis après, on s'était intéressé plus récemment dans une étude, dans le cadre d'un projet européen, c'est une collègue qui a porté ça, là, de l'IFIP, elle a étudié ça chez les porcs, mais également avec l'aide du CISAF chez les volailles, de savoir quelles étaient finalement la perception des acteurs impliqués dans la conservation des races locales et pourquoi ils faisaient ça. Mais ils faisaient ça avant tout pour préserver la race. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vraiment une volonté de vouloir conserver la race, mais ils mettent tous en avant le fait qu'il y a vraiment des problèmes. Donc ça, on a fait un grand sondage, on a fait des analyses statistiques de ces données. Il y a vraiment une hantise enfin, ça leur coûte quoi. Et ils ont peur de la maladie, mais s'ils le font, enfin, c'est des gens très motivés, mais je ne suis pas sûr que ça dure sans aide. Donc on a besoin de créer un marché et des aides pour rester compétitif. Et donc, du coup, en termes de diversité, si je regarde au sein des populations, donc ça, c'est toujours la suite de cette étude qu'on avait menée. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ici, en gros, vous allez avoir la façon dont c'est généré, si des excès ou des déficits d'hétérozygotes, qui va montrer l'hétérozygotie. On voit que dans certaines races, tu vas avoir des choses, des pics comme ça, là où je devrais plutôt être proche de zéro si c'était bien. Et bien ça, c'est simplement dû au fait que je vais avoir une sous-structuration et je vais avoir des éleveurs, notamment pour les races qui ne sont pas gérées par un centre qui les aide, notamment par le CISAF qui va gérer la diversité. Et bien, je vais avoir des individus qui vont échanger ou pas des animaux entre eux, ce qui va créer des sous-groupes. Donc, je vais avoir un autre niveau de diversité, de structuration sous-jacent. Et je l'ai représenté ici avec la race marran. Vous avez différents phénotypes pour une même race. Là, j'ai représenté les phénotypes, typiquement des couleurs de plumes hein, principalement, et puis les éleveurs. Donc, on a des éleveurs qui vont avoir plusieurs races et inversement, on a des races qui sont présentes chez plusieurs éleveurs. Mais quoi qu'il en soit, ces races sont extrêmement bien distinctes. Mais ça pose la question finalement de la conservation de la diversité. Ça, on revient sur un débat de l'écologie, de la conservation assez ancien. Est-ce qu'il vaut mieux, si on veut conserver cette diversité, avoir un grand nombre de petits troupeaux, de petites races, ou une grande race avec beaucoup d'individus et beaucoup de diversité? Et ça, le débat est soulevé finalement. Qu'est-ce qui vaut mieux pour conserver l'intégralité de notre potentialité de, de sélection, donc de diversité, pour d'adaptation pour le futur? Est-ce qu'il vaut mieux avoir plein de petites sous-populations ou une seule grande? Ça, c'est le débat ce qu'ils appellent SLOS, single large or several small. Et ça va. Il ne s'accorde pas toujours d'un point de vue écologique, et encore moins, du coup, ça s'applique encore plus difficilement chez nous, mais vraisemblablement, ça dépend un peu de ce qu'on appelle ça va dépendre beaucoup de l'hétérogénéité des conditions dans lesquelles on les trouve. Donc, plus les conditions sont hétérogènes, et plus on aura un intérêt, on s'attend à ce qu'elles le soient, à conserver plein de petites.
Mais du coup, ça complique un petit peu la gestion de cette diversité. Voilà. Euh, je vais passer beaucoup de diapos, vous allez voir défiler, donc je ne rentrerai pas. Donc il y a des choses qu'on avait faites sur des chèvres isolées sur des îles qui s'adaptaient à des climats un peu rigolos. Il y avait d'autres choses qu'on avait fait sur l'impact de la sélection génomique, mais juste je vais revenir sur cette chose-là parce que l'idée est que bah, finalement, ok, la diversité c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si je réintroduis, si je veux faire du croisement, typiquement, je veux utiliser cette diversité en croisement et que je prends des races qui sont locales mais qui ne produisent pas beaucoup, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma production? Parce que l'idée c'est quand même de continuer à produire. Et ben, c'est un peu la question qu'on s'est posée, mais pas directement avec des races éloignées dans l'espace, mais avec des races éloignées dans le temps. Donc ça, c'est dans le cadre de la thèse d'Alicia, qui soutiendra sa thèse mercredi. Donc je vous mets le lien là, ouais, venez, ça va être super. Enfin, je souhaite. Et du coup, on s'était intéressé à cette question-là de savoir est-ce qu'on pouvait utiliser les cryobanques? On demande toujours de conserver, conserver, mais c'est rarement réutilisé. Et finalement, et si on réutilise, qu'est-ce qui se passe? Donc l'idée, c'est de dire, bah, j'ai une population à un moment donné avec une certaine diversité, représentée par des couleurs, et au cours du temps, cette diversité va s'éroder à force de sélection et de dérive génétique, comme je l'expliquais précédemment. Et il est possible de cryoconserver finalement du sperme de ces individus. Hein, c'est fait assez régulièrement sur un grand nombre de races. Vous verrez là, ceux qui viendront à la sous-tance, vous verrez là, elle a tout décortiqué, l'ensemble de ce qu'on avait à disposition en France sur toutes les espèces. Et puis du coup, bah, ces animaux-là, finalement, si je les réintroduis dans mon schéma de sélection ici, bah, ok, je vais pouvoir réintroduire de la diversité, mais finalement, est-ce que je ne risque pas d'avoir un gap de performance, que ça ne va pas ralentir finalement ma sélection? Et bah, c'est ce qu'on a regardé ici, donc avec un taureau qui a été utilisé, qui est né en 1977, qui s'appelle Naïf, et qui a été massivement utilisé entre 1980 et 1993. Il a eu 45 descendants directs, puis après, bah, sa semence était congelée, il n'était plus utilisé pendant un grand nombre d'années. Et à partir de 2004, il a été réutilisé jusqu'à 2009. On a redécongelé sa semence et on l'a réutilisé dans le schéma. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, il a été gardé dans le schéma. Ses descendants ont été gardés, donc ça a vraiment apporté quelque chose d'intéressant également pour la sélection, même si c'était un peu distant. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? euh, eh ben, ils ont dû faire face finalement à un vrai décalage de performance, ça c'est vrai. Donc là, si on regarde euh, ici sur l'INEL, c'est l'indice de production laitière, il va y avoir la distribution en rouge de tous les mâles au moment où Naïf était reproducteur la première période. Donc on voit sa moyenne à lui, il était un petit peu au-dessus, mais globalement proche de la moyenne. Et donc il est là en rouge. Et puis là, on a les mâles contemporains à sa seconde utilisation. Donc, la sélection avait beaucoup avancé. Puis on voit le retard de performance ici qui est représenté par la différence entre le trait rouge et le trait bleu pour Naïf, et puis les moyennes d'écart entre les deux cohortes finalement quand on va les croiser entre elles. Alors ça c'est vrai, mais si on regarde sur un autre caractère qui est celui de reproduction, je rappelle que ces deux caractères sont corrélés négativement, il s'était beaucoup dégradé au cours du temps. Et Naïf, lui, déjà à l'époque, était très bon pour ses caractères de reproduction, il était encore plus quand il a été réintroduit. Donc ça, c'était extrêmement intéressant pour nous, parce que l'idée, c'était de choisir judicieusement, finalement, de la coupler avec les bonnes femelles qui étaient très, très bonnes en performance, du coup, pour ramener un peu de caractère de reproduction, pour améliorer la race. Donc on a pu combiner cette diversité génétique, et ce qu'on voit, c'est que en 2017, au bout de deux générations d'utilisation, donc ça a bien infusé, on voit que, et ça a apporté de la diversité. Ici, c'est une ACP sur les données génomiques de Naïf et tous ses contemporains la première fois, donc il était vraiment dans le centre du nuage de points, un individu commun, et on voit que Naïf, quand il a été réutilisé, on voit après, à partir de 2003-2004, il est très très différent des autres. Donc il est vraiment très original, et ça, c'est pas sur des caractères sélectionnés, c'est sur l'ensemble de la diversité, donc il va potentiellement apporter également d'autres caractères. Et en termes de performance, ce qu'on voit, c'est les descendants de Naïf en bleu, donc lui, ses enfants et ses petits-enfants, et puis le niveau de performance sur l'indice laitier, sur l'indice de reproduction et sur un indice global, et on voit que finalement, ces performances ont été absorbées assez rapidement grâce à un choix judicieux des accouplements, sans trop d'impact sur, je ne rentrerai pas dans les détails, mais sur la diversité, parce qu'on pouvait le reposer sur des individus qui étaient ses propres descendants. Donc en évitant ces choses-là, on a pu même maximiser la diversité génétique et on a augmenté la variance, je ne veux pas dire variance génétique, mais globalement, on tend vers une augmentation de la variance génétique pour les caractères d'intérêt. Donc, en conclusion et perspective, bah, on a besoin de mieux caractériser ces ressources génétiques pour opérer cette transition agroécologique, et ça peut être un levier très intéressant pour la mise en place de l'agriculture bio, parce que on a à disposition un grand nombre de races, toutes adaptées à des conditions différentes. On peut mobiliser cette diversité pour aller dans le bon sens et réduire notre dépendance aux intrants et l'import d'aliments, tout en réduisant assez drastiquement notre impact sur l'environnement. Donc il faut la caractériser à différentes échelles, neutre et fonctionnelle.
il faut opérer des évaluations multicritères de ces ressources génétiques, donc grâce à des expérimentations système, qui sont nécessaires, donc voilà. Et ça va reposer soit sur des expériences qui sont en farm et qui existent déjà, soit sur des simulations. Il y en a un grand nombre d'UE à l'INRA, on a la chance d'avoir des gens qui sont très, très moteurs et qui font vraiment des super experts, hein. Il y a plein, je pense, les ils font des choses super, à Poitiers, il va y avoir aussi, Aupin, il va y avoir, voilà, on a des très belles expés et qu'il faut valoriser et avec lesquels il faut travailler pour avancer, mais également sur les expérimentations à la ferme directement. Et il faut également développer des outils, donc des outils pour faire de l'intégration de données, pour prendre en compte ces grandes sources de données qui sont disponibles. Et il faut également être capable de prédire et d'optimiser l'impact sur ces populations. Donc ça, c'est vraiment du développement plus méthodo. Et puis finalement, on a besoin d'appui aux politiques publiques pour aller et des aides pour créer les marchés nécessaires à ce que ces populations se maintiennent et puissent finalement être viables aussi économiquement et que les éleveurs en vivent. Voilà, je vous remercie de votre attention.